Afrique du Sud, les collines juste en dehors de Johannesburg. Le personnel de cette usine de fabrication de radioisotopes médicaux prépare du molybdène à destination du Royaume-Uni. Il y sera utilisé en hôpitaux sous forme de technétium 99 comme outil de diagnostic pour sauver des vies. À plus de 15 000 km, dans les plaines du Nord canadien, le jour tire à sa fin. McArthur River, la première mine d'uranium au monde, est en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce minerai d'uranium est la matière première du combustible utilisé dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité qui répondra aux besoins énergétiques sans cesse croissants de la planète. À 13 000 km à l'ouest de McArthur River, l'île de Singapour. Ici, c'est l'après-midi. Voici le port le plus fréquenté au monde. C'est depuis ce port qu'une compagnie malaisienne expédie des sources radioactives vers l'Australie. Elles serviront à vérifier l'intégrité d'oléoducs et de gazoducs transnationaux. Ce film montre comment ces matières sont transportées à travers le monde d'une manière strictement réglementée par des organismes nationaux de réglementation avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ainsi, le processus de transport est assuré d'être sûr, sécurisé et durable. Le molybdène, fabriqué ici en Afrique du Sud, est une substance radioactive qui, sous certaines formes, se désintègre en quelques heures en technétium 99. Le technétium 99 est alors utilisé comme traceur radioactif pour diagnostiquer des dysfonctionnements d'organes dans le corps humain. Il est entouré d'un écran important pour prévenir l'irradiation des opérateurs, des manutentionnaires et du public. L'emballage des matières nucléaires est conçu en vertu d'une approche dite progressive. Plus les dangers que font courir la matière sont importants, plus le conteneur est robuste. Ce conteneur ressemble quelque peu à une poupée russe, car il renferme un conteneur qui lui-même en renferme un autre. Comme la période du molybdène est courte, aucun obstacle ne doit ralentir son acheminement. Le temps presse. À 640 mètres sous terre, à McArthur River, dans le Saskatchewan, du minerai d'uranium est extrait en grande quantité par forage et alésage. Mélangé à de l'eau, il forme une boue qui est ensuite pompée jusqu'à la surface. Cette boue est alors acheminée par transport routier jusqu'à diverses usines de traitement qui produiront de l'uranium raffiné enrichi sous forme de pastilles. Celles-ci sont insérées dans des assemblages de barres combustibles prêtes à être utilisées en centrale nucléaire. La mine a été certifiée conforme aux normes internationales en 2003. C'est l'un des très rares sites au monde où l'extraction de l'uranium est économique. Dans les faubourgs de la capitale malaisienne Kuala Lumpur, cette installation approvisionne des clients de Malaisie, d'Indonésie, de Thaïlande, de Singapour, de Corée et d'Australie.
Elle fournit des sources radioactives que l'on insère dans des racleurs pour détecter des défauts et des fissures dans des gazoducs et des oléoducs. Elle contribue ainsi à maintenir la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans toute l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, 4 de ces sources radioactives sont en voie d'être expédiées par la route dans un suremballage à une société de fret à Singapour. Elles y seront placées dans un conteneur prêt à être chargé sur un navire à destination de l'Australie où elles seront utilisées. La radioactivité des colis de matière radioactive doit être vérifiée avant l'expédition. On s'assure ainsi que le débit de doses de rayonnement à leur surface est dans les limites prescrites par les organismes de réglementation et aussi qu'il n'y a pas de contamination superficielle fortuite. Ces mesures contribuent à la sûreté des manutentionnaires de fret. Des matières radioactives sont continuellement transportées à travers le monde, 24 heures sur 24, 360 jours par an. Alors que le public s'intéresse surtout aux expéditions de combustible nucléaire, principalement le combustible utilisé, celle-ci ne représente en fait qu'un peu plus de 5% des envois de matières radioactives. Chaque année, quelques 20 millions de colis sont régulièrement transportés par la route, par voie ferrée, maritime ou aérienne. Ils sont classés comme marchandises dangereuses par l'ONU, qui publie un règlement pour empêcher que ce type de marchandise, quelle que soit sa nature, ne cause de dommages ni aux personnes, ni aux biens, ni à l'environnement. Aucun mouvement de ces matières n'est autorisé si ce règlement n'est pas respecté à la lettre. Les matières radioactives sont désignées comme marchandises dangereuses de classe 7 par l'ONU. Retour à l'installation de Kuala Lumpur. Les sources sont placées dans un suremballage qui sera plus tard chargé dans un conteneur d'expédition à destination de l'Australie. L'emballage est la principale garantie de la sûreté du transport des matières radioactives. Comme le conteneur spécial que nous avons vu auparavant, celui-ci est conçu conformément au règlement de l'AIEA, que celle-ci élabore en consultation étroite avec ses États membres. Tous les types de conteneurs sont testés. On s'assure ainsi qu'ils sont à l'épreuve du feu, des chocs, de l'humidité, de la pression, de la chaleur et du froid. Comme les emballages sont différents selon le niveau de danger que présentent les différentes sortes de matières transportées, ils varient considérablement. Le symbole du trèfle radioactif doit être apposé sur tous les emballages et marqué du numéro de l'ONU assigné à la matière. Le type d'étiquette donne une indication du niveau de radiation au voisinage du colis. Et ce, à des fins de sûreté et de sécurité. À l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, un fourgon arrive pour emporter le molybdène dans son emballage de protection à l'aéroport de Johannesburg. Le colis a déjà été scellé pour empêcher toute manipulation frauduleuse. Maintenant, comme cela est requis partout dans le monde, des placards sont soigneusement apposés sur les fourgons. Ces placards, portant le symbole du trèfle radioactif et le numéro de classe 7 de l'ONU, doivent être apposés sur les deux côtés et l'arrière du véhicule. Ils indiquent que celui-ci transporte des matières radioactives. Le mouvement des matières radioactives est strictement régi par le règlement du gendarme nucléaire des Nations Unies.
l'Agence internationale de l'énergie atomique. Son siège se trouve à Vienne. Son règlement de transport des matières radioactives, publié pour la première fois en 1961 et continuellement remis à jour, a été largement adopté par les organismes de réglementation du monde entier et par les organisations s'occupant des divers modes de transport, comme l'Organisation maritime internationale et l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il est aussi incorporé dans le livre orange de l'ONU, règlement type pour le transport de marchandises dangereuses. Grâce aux orientations qu'elle publie par ailleurs, l'AIEA aide ses États membres à en appliquer les prescriptions, dont la mise en œuvre permet de protéger contre les rayonnements tous les acteurs du transport de ces matières, la population le long de l'itinéraire de transport des marchandises et l'environnement en général. Ces prescriptions couvrent tous les aspects des opérations de transport, y compris l'étiquetage et la documentation, les limites de débit de dose et les limites d'activité pour les colis, l'établissement de programmes de radioprotection et l'offre de formation, ainsi que la conception et la mise à l'épreuve des colis. Bien entendu, la sûreté et la sécurité du mouvement des matières radioactives reposent aussi sur les personnes. En centralisant les normes, l'AIEA aide, à l'échelle mondiale, à une compréhension cohérente des risques présentés par ces matières. Ceux qui les manipulent sont formés pour connaître les dangers qu'ils encourent et les précautions à prendre, ainsi que pour savoir comment réagir en cas d'urgence. Selon une enquête récente, l'exposition au rayonnement naturel de la plupart de ceux qui travaillent avec des matières radioactives est supérieure à celle due à leur travail. C'est grâce au niveau élevé de réglementation et de formation que le bilan de sûreté du transport des matières radioactives est aussi bon. En Afrique du Sud, une fois terminées les formalités administratives, ces fournitures médicales urgentes pourront gagner l'aéroport international de Johannesburg. Notez l'approbation du responsable de la radioprotection. Comme mesure de sécurité supplémentaire, l'envoi est accompagné jusqu'à l'aéroport par une escorte armée. Bien que le règlement ne l'exige pas. Chaque expédition fait l'objet d'un suivi méticuleux. L'expéditeur, le destinataire, le manutentionnaire de fret et la société de transport doivent tous s'assurer que chaque fois que le conteneur de matière radioactive est transféré, d'un navire à un train, d'un camion à un avion, le déroulement de son voyage est enregistré à tout moment et partout dans le système informatique de suivi. Cela signifie que l'expédition ne doit à aucun moment être perdue de vue. Un camion similaire, transportant les sources de Kuala Lumpur, arrive à la société de manutention de fret à Singapour, où le suremballage sera mis en conteneur avant de rejoindre les docks. Retour à MacArthur River, où le minerai d'uranium est aussi en route pour Key Lake, où il sera traité. La route reliant les deux usines, longue de 78 km,
traverse une région qui peut se révéler très inhospitalière, avec des températures de moins 30 degrés l'hiver. Il n'est pas inhabituel que les conducteurs de camions voient des ours au cours de leur voyage quotidien. Au prix d'1 million de dollars canadiens le kilomètre, cette route est conforme aux normes de construction établies par les autorités pour une route provinciale secondaire. Soit dit en passant, ne vous inquiétez pas, la poussière qui s'élève n'est pas radioactive. Une équipe de maintenance à temps plein veille à ce que la route reste en excellent état. À chaque étape du transport, les risques pour les manutentionnaires, pour le public et pour l'environnement sont réduits au minimum. Pour des raisons de sûreté et de sécurité, les conducteurs de ce genre de véhicules suivent une formation spécialisée et observent de nombreuses consignes pendant le trajet. Au cours de ce voyage en particulier, ils notifient leur progression tous les 10 km. Cela signifie qu'à tout moment, tous les usagers de la route savent où se trouvent les camions. Hello, security. Kilometer 40 south, security. À Singapour, les 4 sources de Kuala Lumpur sont cadenassées à des pitons à œil en acier, encastrés dans du béton à l'intérieur d'une enceinte sécurisée, elle-même verrouillée, en attendant d'être transportée au dock. Les mesures de sécurité sont très strictes. Ici, le dispositif d'alarme est relié à la police locale. Comme ici, les matières radioactives sont souvent transportées par des sociétés spécialisées dans le transport de marchandises dangereuses. Le personnel est très bien formé et travaille dans des locaux comme ceux-ci, abritant des installations d'entreposage sûres et sécurisées. Dans l'entretemps, le colis de radiopharmaceutique arrive à l'aéroport international de Johannesburg. Les manutentionnaires de fret sont formés à la manipulation de ce genre de colis et savent qu'ils ne présentent pas de danger pour eux, à condition bien sûr d'être manipulés de manière appropriée. À l'aéroport, le colis est entreposé dans un enclos sécurisé réservé aux matières radioactives, jusqu'à son chargement dans l'avion en partance pour le Royaume-Uni. Les cargaisons radioactives sont souvent transportées dans la soute d'avions civils. Leur transport est réglementé par l'Organisation de l'aviation civile internationale. À Key Lake, au nord du Canada, le camion chargé de boue d'uranium est arrivé au terme de son périple de 78 km. Il va directement au poste de déchargement. Des caméras vidéo guident les tuyaux qui pomperont la boue directement dans les vannes. Personne n'a besoin de s'approcher de la cargaison. Son déchargement est entièrement automatisé. À l'aéroport de Heathrow, à Londres, l'avion transportant les produits radiopharmaceutiques en provenance de Johannesburg vient d'atterrir. Ici, dans l'aéroport le plus fréquenté du monde, de nombreux colis de matières radioactives sont manipulés chaque jour, signe que celles-ci sont très largement utilisées. Que ce soit en médecine, dans l'agriculture, pour la recherche, dans la fabrication de divers produits et dans l'industrie. On en trouve en quantité infime dans les détecteurs de fumée, par exemple,
qui équipe des dizaines de millions de foyers à travers le monde, dans de nombreuses ampoules électriques, dans les instruments pour stériliser les aliments, ou dans les instruments pour mesurer l'épaisseur du papier, ou encore dans le traitement contre le cancer. Bref, il est impossible d'énumérer toutes ces nombreuses applications. Depuis l'avion sur le tarmac, le colis de radiopharmaceutique est transféré dans un entrepôt de fret où il restera jusqu'à ce qu'un camion le transporte à Amersham, à 30 km au nord-ouest de l'aéroport d'Heathrow. Là, on en extraira le produit qui sera livré à des hôpitaux partout au Royaume-Uni. En quelques heures, il a dû parcourir plus de 9000 km, car l'usine des faubourgs de Johannesburg est l'une des seules usines au monde à produire cet outil vital de diagnostic. À présent enfermé à double tour dans un local dédié, il attend de partir pour sa prochaine destination d'ici moins d'1 heure environ. À Key Lake, la boue d'uranium est transformée dans diverses cuves en une poudre, le concentré d'uranium. Ce produit part d'ici en fût. Ceux-ci sont remplis de manière automatisée, puis vérifiés, échantillonnés, étiquetés et chargés sur un camion qui traversera le Canada jusqu'à une usine de traitement à Blind River, dans l'Ontario. Il y a environ 435 réacteurs nucléaires de puissance dans 30 pays. Mais seuls quelques pays possèdent des gisements géologiques d'uranium exploitables. Le transport des matières nucléaires est donc vital pour que les centrales nucléaires puissent continuer à fournir l'énergie dont nous avons tant besoin. Une fois encore, ces matières sont très soigneusement étiquetées. Les fûts sont toujours déposés directement sur la plateforme de la remorque, mais jamais empilés, et attachés les uns aux autres par un cerclage en acier très résistant. Des lattes en bois clouées sur la plateforme empêchent qu'ils se déplacent au cours de leur long voyage. Retour à Singapour. Les traceurs industriels sont chargés dans un conteneur pour être transportés au port à la pointe sud de l'île. On veille tout particulièrement à bien sécuriser le suremballage dans le conteneur. À Amersham, au Royaume-Uni, la source emballée à Johannesburg arrive de l'entrepôt de fret depuis l'aéroport d'Heathrow. Ici aussi se déroulera une autre forme de traitement pour obtenir le produit qui sera envoyé aux hôpitaux. Le molybdène transporté de Johannesburg a une période de 66 heures, suffisamment longue pour pouvoir être expédié d'Afrique du Sud, à condition qu'il n'y ait pas de retard, bien sûr. Son produit de filiation est le technétium 99, dont la période n'est que de 6 heures. Cela le rend particulièrement approprié à l'injection dans l'organisme humain pour le diagnostic de dysfonctionnement d'organes vitaux, car il devient inoffensif en très peu de temps. C'est du technétium 99 qui sera extrait des générateurs emballés ici. L'usine sort 1 millier d'unités par semaine.
À l'installation de conversion de Port Hope sur le lac Ontario, des camions arrivent de la raffinerie de Blind River. Le minerai extrait à McArthur River a été traité et raffiné pour donner un produit qui, en arrivant au terme de son périple, pourra être transformé en pastilles de combustible nucléaire. Au port de Singapour, le conteneur contenant le suremballage, lui-même contenant les traceurs industriels de Kuala Lumpur, est sur le quai, prêt à embarquer sur le navire en partance pour l'Australie. Les conteneurs de matière radioactive sont les derniers à être chargés. Ils sont fixés solidement par un système automatique de blocage dans lequel 4 pattes, fixées sur le pont du navire, s'emboîtent dans 4 cavités à chacun de leurs coins. Quand ils sont bien positionnés, des ressorts déclenchent le système de blocage des 4 pattes. Toujours à Port Hope, l'uranium provenant de l'installation de conversion est arrivé dans une usine de fabrication de combustible où il sera transformé en pastilles destinées à remplir ses assemblages de barres combustibles. Dans cette forme très pure, sa radioactivité est négligeable et l'impératif premier est la propreté. Ces assemblages de barres de combustible sont au cœur de l'énergie nucléaire. Une seule pastille d'uranium d'environ 20 mm de long produit autant d'énergie que 807 kg de charbon, ou 677 litres de pétrole, ou encore 3496 mètres cubes de gaz naturel. Environ 8 pastilles peuvent fournir de l'électricité à une famille moyenne pendant toute une année. Un générateur de technétium arrive dans un hôpital en Angleterre. Un agent de sécurité de l'hôpital accompagne le chauffeur-livreur jusqu'au service de médecine nucléaire. Et, au terme d'une procédure de comptabilisation des matières radioactives commencée sur le lieu de fabrication en Afrique du Sud, il certifie que le technétium est bien arrivé à l'hôpital. Dans un environnement entièrement contrôlé, le personnel peut maintenant préparer le technétium pour un patient. Ainsi donc, les 3 différentes matières radioactives que nous avons suivies sont arrivées sans retard, à bon port, en toute sûreté et toute sécurité, au terme de voyages à travers le monde. Et ce, grâce aux recommandations et aux principes directeurs de sûreté du transport des matières radioactives de l'AIEA. Des principes qui ont été minutieusement suivis. Le radioisotope médical, le technétium-99, qui a été injecté à une patiente et photographié par une caméra pour rayons gamma, permet d'avoir une image graphique claire de la partie du cœur qui fonctionne bien et de celle qui est défaillante. Les traceurs industriels de Kuala Lumpur serviront à vérifier l'intégrité du métal des oléoducs et des gazoducs qui fournissent une source d'énergie vitale aux populations australiennes. Et le minerai d'uranium, extrait à 640 mètres sous terre dans les plaines du nord canadien, produira électricité et chauffage dans tout le pays. Cela aurait été impossible si ces marchandises n'avaient pu être transportées sur des milliers de kilomètres. Mais notre histoire ne s'arrête pas là.
Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés au transport des matières radioactives du lieu de leur fabrication au lieu de livraison à leur utilisateur final. Bien entendu, même après leur utilisation, ces matières sont toujours radioactives et considérées comme des marchandises dangereuses. Elles restent soumises au règlement de transport des matières radioactives de l'AIEA jusqu'à leur lieu de recyclage ou d'entreposage permanent en tant que déchets. Ici, en France, des assemblages de barres de combustible usés arrivent par train d'une centrale nucléaire sur une voie de garage sécurisée et prévue à cet effet, où ils seront transbordés sur des camions et acheminés par la route jusqu'à une usine de retraitement voisine. Le combustible usé est enfermé dans des châteaux de protection spécialement conçus et pesant jusqu'à 100 tonnes. Ceux-ci sont placés dans des wagons équipés de carters spéciaux. Le symbole du trèfle radioactif est placardé sur chaque wagon. À l'intérieur du dépôt sécurisé, les wagons sont aiguillés vers un bâtiment bien éclairé et résistant aux intempéries. Seul du personnel formé, portant des vêtements de protection agréés, a accès à la zone de débarquement. Les ouvriers portent des casques réglementaires et non des casquettes de baseball comme on pourrait le croire. Les carters amovibles sont retirés, laissant apparaître le château. Celui-ci est maintenu en place par 4 tourillons en acier situés à chaque coin et verrouillés sur un châssis monté sur le wagon. Pendant que l'on déverrouille le châssis, le portique de levage se met en position. On retire du wagon le symbole du trèfle lorsque le château de transport est soulevé. Auparavant, on procède au premier d'une série de prélèvements par frottis pour vérifier s'il y a eu contamination. Son analyse ayant montré qu'il n'y a pas de contamination, le château est retiré du wagon puis placé dans un berceau de manutention. Le véhicule routier est un camion spécialement conçu et équipé d'un châssis de transport identique à celui du wagon. La procédure de chargement est la réplique inverse de celle du déchargement précédemment. Le portique retire le château du berceau de manutention et le dépose sur le châssis monté sur le camion. On procède alors à un nouveau frottis et les tourillons sont verrouillés dans le châssis. Si l'analyse du frottis ne révèle aucune contamination, la bâche du camion sera déployée sur le château de transport et le camion sera prêt à partir. Pendant cette étape finale, les chauffeurs remplissent les documents transférant la responsabilité et la prise en charge du train au camion. Avant le départ du terminal ferroviaire spécial, on effectue de nouvelles analyses pour vérifier que les mesures sur l'enveloppe externe sont conformes au règlement national et international de sûreté du transport des matières radioactives. Enfin, les symboles du trèfle étant maintenant affichés, le camion part vers l'usine de retraitement des déchets radioactifs. Certains composants du combustible usé sont recyclés et partiront vers leur nouvelle vie. D'autres seront transportés pour la dernière fois jusqu'à une installation de stockage définitif des déchets de haute activité. La société moderne ne peut fonctionner sans les matières radioactives et les énormes avantages qu'elles lui procurent. Le transport fait partie intégrante du cycle de vie de ces matières. En travaillant avec d'autres organismes internationaux et nationaux sur l'étiquetage et la documentation, sur la conception et la mise à l'épreuve des colis,
sur les limites des débits de dose et les limites d'activité pour les colis, et sur les prescriptions pour les programmes de radioprotection et de formation, l'AIEA contribue au transport autorisé, sûr, sécurisé, durable et ininterrompu de ces marchandises vitales 24 heures sur 24, 365 jours par an, comme l'exige le monde d'aujourd'hui.